Boomerang Éditeur Jeunesse présente Marianne Belle-Humeur, tome 4. Le cœur sur la main. Un livre de Lucille Bisson, lu par Élisabeth Gauthier-Pelletier. L'amitié fait vibrer les cordes les plus délicates du cœur. La Rochefoucauld d'Oudoville. Chapitre 1. Urgence. De gros flocons de neige tombent sur la route 132, recouvrant les champs et l'asphalte d'un tapis blanc. Étrangement, Marianne n'a pas froid. Dans un concert de sirènes et l'éclairage irréel des lumières clignotantes, la jeune fille observe une ambulance s'éloigner, emportant dans son ventre le chauffeur d'autobus et Coralie Laflamme, durement amochée par l'accident. À ses côtés, Stella et Maëline Doyon, silencieuses, pleurent à chaudes larmes, incapables de se contenir devant la gravité de la situation. Summer est déjà partie avec ses parents. « Oh, Marianne, ma chérie, es-tu blessée? Es-tu correcte? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Enveloppée dans un brouillard qui voile ses idées, Marianne réalise à peine que sa mère la serre si fort dans ses bras qu'elle pourrait étouffer. « Maman, ce n'est pas de ma faute. Que dis-tu là? C'est certain que tu n'y es pour rien. Es-tu blessée? » répète Madame Belle-Humeur, inquiète. « Non, j'ai juste une bosse sur la tête. Mon front a frappé le genou de Stella. » Appuyée sur l'épaule rassurante de sa mère, l'adolescente évacue tout le stress qui s'est accumulé dans son corps au moment de l'impact. Malgré le froid, la tempête, la profondeur de la nuit, les gens qui courent, la confusion, les lumières éblouissantes qui entourent les lieux, Marianne se sent en sécurité dans les bras de sa mère. Soulagée de voir que sa fille va bien, Madame Belle-Humeur lui caresse doucement les cheveux, tout en observant avec horreur l'autobus qui gît sur le côté, dans le champ, à quelques mètres du chemin. Son cœur bat la chamade depuis son arrivée à la polyvalente Mattawa vers 20h30. La directrice adjointe, nerveuse, mais toujours en contrôle, dirigeait les parents vers les lieux de l'accident en tentant de les rassurer. Un léger accident, une sortie de route à 17 km d'ici, sur la 132. La mère, paniquée, a pris le volant malgré la tempête. Incapable de joindre son mari, son cellulaire étant resté sur le comptoir de la cuisine, Madame Belle-Humeur s'est imaginé 1000 scénarios avant d'arriver sur place. La scène était visible de loin en raison des nombreuses autopatrouilles et ambulances dépêchées sur les lieux. Pour la mère de Marianne, cela ressemblait à une séquence d'un film de série B. Elle a remercié le ciel d'avoir changé d'idée et de s'être habillée chaudement au moment de partir de la maison. En temps ordinaire, elle aurait fait le trajet en pyjama et se serait retrouvée pieds nus dans ses bottes. Sur l'accotement, des dizaines de voitures conduites par autant de parents inquiets sont stationnées en tous sens. Madame Belle-Humeur a senti la panique monter en elle alors qu'elle tentait de maîtriser les appréhensions qui prenaient des proportions extrêmes dans son cerveau de mère poule. Un policier intransigeant lui a fait de grands signes à travers la fenêtre. « Vous devez faire demi-tour, madame. La route est fermée. » s'est-il exclamé dès que Madame Belle-Humeur s'est arrêtée à sa hauteur. « Ma fille, elle est dans l'autobus, s'il vous plaît. » Puis, à bout de nerfs, elle a éclaté en sanglots, incapable de se contenir davantage. L'homme de loi, soudain compatissant, lui a indiqué un endroit plus sécuritaire et l'a accompagnée jusqu'au lieu de l'accident, après avoir demandé à une collègue de diriger la circulation à sa place. Avec soulagement, la femme a retrouvé Marianne en compagnie de quelques adolescentes de son âge près d'un camion de pompiers. À première vue, elle semblait indemne. « C'est OK, ma chérie, laisse-toi aller. Pleure, ma belle, ça va te faire du bien. » Pendant de longues secondes, la mère et la fille restent fusionnées dans une étreinte sur l'accotement, alors que la tempête prend de l'ampleur. Pour cette première bordée de l'année, Dame Nature s'en donne à cœur joie, entravant ainsi le travail des autorités. En fermant les yeux, Marianne revoit les événements pour la 100e fois depuis qu'ils se sont produits. Tout est allé si vite.
La route, les discussions animées avec ses amis, les rires, le tirage à la courte paille pour savoir qui des deux sœurs Doyon prendrait son bain de bulle en premier, le véhicule qui zigzague, l'avertissement du chauffeur, les hurlements, l'autobus qui se renverse à demi sur le côté, quelqu'un qui tombe sur elle et une autre personne encore, puis le silence et la panique, la neige, le froid, la nuit, la peur, les cris. Maman, c'était l'enfer. J'ai pensé que j'allais mourir. Je sais, ma chérie, je sais. Incapable d'ajouter quoi que ce soit, Madame Bellumeur console sa fille avec tendresse. Cette dernière, confrontée à un événement dramatique pour la toute première fois de sa vie, arrive à peine à contenir les tremblements qui l'assaillent. Et sa mère? Elle est déjà partie avec son père. Puis, de grosses larmes envahissent de nouveau le visage de l'adolescente. J'ai perdu ma belle tuque, celle que Mamie Claire m'a donnée. Je ne sais plus où elle se trouve. Ce cri du cœur est suivi par des pleurs incontrôlables. Marianne est désemparée. Madame Bellumeur ne peut s'empêcher de sourire. Ce n'est rien, ma chérie. Je suis certaine qu'elle t'en tricotera une autre avec plaisir. Elle essuie du revers de sa main le visage glacé de son adolescente, qui est soudain si vulnérable. Viens, rentrons à la maison. Sur ces entrefaites, une ambulancière s'approche des deux femmes, toujours enlacées. Vous êtes son enseignante? Non, je suis sa mère. Vous devez vous présenter à l'urgence avec votre fille. Nous avons fait les premières constatations. Elle semble aller bien. Mais par mesure de précaution, elle devra subir un examen plus approfondi. Oui, bien sûr. Marianne n'a qu'une envie. Se retrouver chez elle, bien au chaud, dans son lit. Maman, je vais bien. S'il te plaît, je veux rentrer à la maison. Marianne, il faut écouter les conseils de l'ambulancière. Tu as reçu un coup à la tête. Nous passerons aviser papa. Il doit s'inquiéter. Appelle-le. Madame Bellumeur enserre les épaules de sa fille. J'ai laissé mon cellulaire sur le comptoir. Allez, viens. Tu vois, si j'avais mon propre téléphone, on pourrait le joindre sans problème. Marianne Bellumeur, ne profite pas de la situation, je t'en prie. Dès son arrivée à l'hôpital, accompagnée de ses deux parents, Marianne sent le peu de force qui lui reste s'envoler. L'horloge immense sur le mur près de la porte indique 22h17. On dirait que ça fait 100 ans que cet accident a eu lieu, se dit Marianne, en réalisant qu'il ne s'est écoulé que 2 heures depuis la sortie de route. Après être passée au triage, où l'état de la jeune fille n'a pas été jugé urgent, l'adolescente et ses parents se dirigent vers la salle d'attente. Dans l'immense pièce illuminée par des néons criards, elle aperçoit Summer assise sur une chaise droite, les yeux dans le vide. Les deux amies se jettent dans les bras l'une de l'autre, alors que les adultes impuissants se lancent des regards convenus. « La nuit va être longue », indique M. Jérôme. « Nous sommes les 32e sur la liste d'attente. » M. Bellumeur se dirige vers la machine distributrice et rapporte un café pour sa femme et un chocolat chaud pour sa fille. « Avez-vous eu plus de détails sur les circonstances de l'accident? » s'informe Mme Bellumeur. Un homme assis dans la rangée d'à côté fulmine en pointant le bureau d'admission. « Nous sommes ici depuis cet après-midi. Ça n'a pas de bon sens à quel point le système de santé fait dur au Québec, » lance-t-il d'une voix forte. Les gens autour de lui sont un peu mal à l'aise devant sa réaction. Sa femme, à ses côtés, tente de le calmer sans grand succès. Le gardien de sécurité qui passait tout près intervient et réussit à raisonner le patient impatient. Dès que le calme est revenu, Madame Jérôme prend la parole. Il semble que l'autobus ait dérapé sur la glace, puis que le conducteur ait perdu le contrôle. Les conséquences auraient pu être plus dramatiques. Le véhicule a été freiné par un amoncellement de terre, ce qui l'a empêché de faire des tonneaux. Un frisson d'effroi traverse le corps de Marianne. Elle n'ose imaginer ce qui se serait produit si l'autobus avait continué de débouler. À ce moment, la porte s'ouvre et laisse apparaître Jacob Sarrazin, suivi de son père. « Benoît! » Monsieur Bellumeur se lève pour accueillir son collègue. « Je vais aviser Madame Zenia que ça risque d'être long, »
indique Madame Belle-Humeur. La vieille voisine des Belle-Humeur a été appelée en catastrophe pour s'occuper de Mathis. « Je viens d'apprendre la nouvelle. Est-ce que tu vas bien, Marianne? » demande Jacob, sans préambule. Marianne jette un coup d'œil en direction de Summer, qui lui sourit faiblement. « Oui, dans les circonstances, nous sommes chanceuses, » répond-elle, en pointant son amie. « Nous étions assises à l'arrière de l'autobus. Le choc a été moins brutal pour nous que pour ceux qui prenaient place à l'avant. » La jeune fille constate que Jacob a l'air très perturbé. « Ils en parlent aux informations à la télé. Les images sont atroces. J'ai eu peur pour toi, Marianne. » Il hésite. « Et pour toi aussi, Summer. » Les adultes, témoins de la scène, sont touchés par la grande compassion de Jacob à l'endroit des deux amis. « Il tenait absolument à venir aux nouvelles, » déclare M. Sarrazin. « Tu n'es pas à Rimouski? » réussit à demander Marianne lorsque l'ambiance devient moins intense. Elle n'arrive pas à croire que Jacob s'est déplacé juste pour la voir. « Je n'avais pas de course cet après-midi et c'est mon anniversaire. Mon père est venu me chercher et nous sommes allés manger au resto. J'ai... Attends, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Bonne fête, Jacob! » D'un bond, Marianne se dirige vers son amie et lui administre une bise sur chaque joue, sous le regard surpris de sa mère, venue à l'instant même se rasseoir près d'elle. Elle ne remarque pas l'air confus de Jacob devant l'élan inattendu dont il est la cible. « C'est sa fête, » explique simplement Marianne. L'adolescente trouve que ses souhaits sonnent faux, que toute cette scène semble irréelle. Elle n'a pas la tête à célébrer. Mais elle est triste que Jacob soit perturbé le jour de son anniversaire parce qu'il lui arrive à elle. Le jeune hockeyeur sourit timidement, gêné que l'attention soit tournée vers lui. Soudain, les portes de la salle d'urgence s'ouvrent de nouveau sur une catastrophe naturelle. Dans un brouhaha de tissus, de talons qui martèlent les tuiles et de voix trop aiguës donnant des directives dans un cellulaire, Madame Pinchot fait son apparition. Marianne constate que, le jour comme le soir, la directrice adjointe a toujours l'air aussi bête. Elle est totalement rigide. Chapitre 2. Rêve ou réalité? D'habitude bien mise et tirée à 4 épingles, la directrice adjointe a enfilé à toute vitesse, si on se fie à son accoutrement du moment, un large pantalon de jogging et un manteau de ski en nylon. Sa tuque, à l'effigie de l'équipe de soccer de l'école, noir, vert, lime et rouge, jure avec le reste de sa tenue vestimentaire. D'un geste sec, elle ferme son cellulaire. Avec son œil de lynx, elle jette un regard circulaire sur les personnes assises devant elle, comme le ferait un président sur le point d'annoncer la Troisième Guerre mondiale. « Je vous demande un moment d'attention, s'il vous plaît. » La voix forte de Madame Pinchot résonne sur les murs de briques d'une teinte incertaine, se situant quelque part entre le jaune d'une banane oubliée sur un comptoir et le beige d'un café au lait abandonné sur le même comptoir. « Je vous demande votre attention. Merci. » Une soixantaine de paires d'yeux la fixent avec intérêt. « Je viens vous faire un rapport détaillé sur l'accident qui a touché les élèves de notre école ce soir. » Les quelques murmures encore perceptibles s'arrêtent d'un coup dès la fin de la phrase de la directrice adjointe. Habituée d'être écoutée sur le champ, la dame sert aux parents la même médecine qu'elle réserve à leurs enfants lorsqu'elle veut se faire entendre. C'est-à-dire qu'elle hausse le ton de quelques octaves. « Voici la situation à l'heure où on se parle. » Marianne jette un œil sur l'horloge. Elle affiche 22h49. Heureusement, personne n'a subi de blessure fatale. Un murmure de soulagement parcourt l'assistance. L'adolescente se tourne vers son amie, rassurée. Sur les 48 personnes qui se trouvaient à bord de l'autobus, 22 s'en sont tirées avec des blessures mineures. Au même moment, Coralie Laflamme, assise dans un fauteuil roulant, entre dans la salle d'attente flanquée de ses parents. Son bras droit est emprisonné dans un plâtre rose et un bandage recouvre le dessus de sa tête. Dès qu'elles l'aperçoivent, plusieurs filles se précipitent vers elle pour s'enquérir de son état. Surprise par cette interruption, Madame Pinchot, silencieuse, la bouche grande ouverte,
laisse du temps aux adolescentes pour exprimer leur sollicitude à leurs camarades. Toutefois, la sensibilité dont fait preuve la directrice adjointe ne dure que quelques instants. Elle reprend vite le contrôle de la situation. « Si vous le permettez, je vais continuer. Je suis soulagée de voir que Coralie se porte bien, étant donné les circonstances. » Marianne n'arrive pas à croire que Mme Pinchot adopte une telle attitude. Elle n'a pas une once d'humanité à l'endroit de qui que ce soit. Ses paroles sonnent tellement faux, pense la jeune fille. En plissant les yeux pour l'observer sous toutes ses coutures, l'adolescente se convainc que cette femme a une pierre à la place du cœur. Comme je le disais, 22 élèves s'en sont tirés avec des blessures mineures, même s'ils ont été secoués sur le plan émotif par l'accident. Ils ont été renvoyés à la maison. Vous êtes 23 à avoir reçu des coups à la tête, ce qui exige une attention particulière pour détecter les commotions cérébrales. C'est pourquoi vous êtes ici. Elle s'approche de Coralie et pose la main sur son épaule. Cette brave enfant a malheureusement un bras cassé et... D'un geste calculé, Mme Pinchot désigne le crâne de l'élève en fixant les parents pour qu'ils lui donnent des précisions sur l'état de leur fille. Et une plaie ouverte sur le front d'une dizaine de centimètres. Le médecin a fait des points de suture pour refermer le tout, explique M. Laflamme, les traits tirés par la fatigue et l'émotion. Merci, M. Laflamme. La directrice adjointe revient se placer à l'avant de la salle, sous la télé silencieuse qui diffuse un match de soccer. Monsieur Meloche, quant à lui... Sommer Jérôme, présentez-vous à la salle 3. Marjorie Dumais, salle 4. Christophe Marchand, salle 5. L'interphone clôt le bec à son tour à Mme Pinchot. Irritée de se faire encore couper la parole, celle-ci essaie de garder son sang-froid. Elle présente un sourire figé aux élèves et à leurs parents avant qu'ils se dirigent vers le corridor où sont situées les salles de consultation. 2 cas sont plus critiques, reprend-elle en se raclant la gorge. Monsieur Régent Meloche, l'enseignant accompagnateur responsable de l'activité, et le conducteur de l'autobus, Monsieur Jean-Charles Simard, ont subi des blessures beaucoup plus graves. Un nouveau murmure parcourt l'assistance. Il n'y aura pas d'école demain pour ceux et celles qui ont été impliqués dans l'accident. Nous demandons aux élèves qui sont en état de le faire de se présenter jeudi matin. Des intervenants seront sur place pour les soutenir et les écouter. Nous sommes conscients qu'un tel événement peut avoir des répercussions à court terme. Elle reprend son souffle. Sur ce, je vous souhaite un prompt rétablissement à tous. Les élèves, n'hésitez pas à exprimer vos émotions. Si vous avez besoin d'une oreille attentive, vous savez que la porte de mon bureau est toujours ouverte pour vous. Marianne n'arrive pas à croire ce que Mme Pinchot vient de dire. C'est bien la dernière personne à qui je voudrais me confier, pense-t-elle, en voyant quelques parents se regrouper autour de celle que l'adolescente surnomme, en secret, Cruella. 5 heures plus tard, les belles humeurs rentrent enfin à la maison. Les examens ont démontré que Marianne n'a pas subi de commotion cérébrale, au grand soulagement de ses parents. Cependant, les nouvelles pour l'un des adultes blessés ne sont pas très bonnes. Le chauffeur a subi un traumatisme crânien et de nombreuses contusions, et il a un fémur et une clavicule cassés. Sa position à l'avant de l'autobus au moment de l'impact ne lui a laissé aucune chance, puisque sa tête a percuté le pare-brise du véhicule. « Je suis crevée », déclare simplement Marianne, en prenant le chemin du sous-sol, alors que son père propose de reconduire Mme Zenia chez elle. « Viens, cacahuète, on va dormir. » Se glissant sous les couvertures dès qu'elle entre dans sa chambre, l'adolescente n'a même pas la force de lire les messages sur son iPod. Elle ne remarque pas non plus le nouveau journal intime qui est placé sur sa table de chevet. Aussitôt qu'elle dépose la tête sur l'oreiller, Marianne sombre dans un sommeil profond et sans rêve. Chapitre 3. Une visite inattendue. Marianne ouvre les yeux. Autour d'elle, c'est la nuit noire. Elle s'apprête à se rendormir lorsqu'elle entend la sonnette de la porte résonner dans la maison silencieuse. En plissant le front, l'adolescente tend l'oreille. Elle perçoit des bruits de pas à l'étage, puis une discussion animée.
Elle jette un œil sur son réveil matin qui affiche 5h22. Les échanges vont toujours bon train dans le salon. Pour en avoir le cœur net, elle décide de se lever à son tour. Alors qu'elle s'apprête à quitter sa chambre, une question lui vient soudain à l'esprit. Et s'il s'agissait d'un voleur? La jeune fille chasse vite cette idée d'un haussement d'épaule. Si c'était le cas, il ne se serait pas donné la peine de sonner avant d'entrer dans la maison. À mi-chemin de l'escalier, elle entend la voix outrée de sa mère. « N'est vraiment pas raisonnable! » L'instant d'après, une voix familière s'explique. « Je voulais avoir des nouvelles de ma petite fille. » Marianne, tout sourire, s'empresse de monter à l'étage. Mamie Claire est venue à Rocher-sur-Mer. « Maman, tu n'es pas possible. Tu as voyagé seule par un temps pareil? » demande Madame Bellumeur. « Voyons, ma chérie, je suis capable de conduire. Tu vas me faire mourir. Tu n'es vraiment, mais vraiment pas raisonnable. »« Voulez-vous un café? » propose M. Bellumeur, qui se joint à sa femme et à sa belle-mère pour tenter de calmer le jeu. « Ce serait gentil à toi, » répond-elle. « Ça va me réchauffer. »« À quoi t'attendais-tu, maman, pour l'amour du ciel? » réplique Madame Bellumeur. « Il fait -15. Il y a des vents qui soufflent en rafale à 50 km/h. Je ne peux pas croire que tu sois si téméraire. »« Bonjour, Mamie Claire. » Marianne se réfugie dans les bras réconfortants de sa grand-mère, qui l'enveloppe avec tendresse. « Comment vas-tu, ma chérie? » La vieille dame semble heureuse que l'arrivée de sa petite-fille fasse diversion et mette un frein aux récriminations de sa fille. À 2 reprises, la veille au soir, elle a appelé pour avoir des nouvelles. La première fois, une femme avec un fort accent l'a informée qu'un accident s'était produit, que Marianne était à l'hôpital. Mamie Claire a pensé défaillir. L'inconnue a ensuite précisé que tout le monde se portait bien, mais que Marianne devait passer des tests. « Pourquoi tu ne répondais pas à ton cellulaire? » demande Mamie Claire à sa fille. « Je t'ai appelé au moins 10 fois. » Piteuse, Madame Bellumeur baisse les yeux. « Je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. »« Et toi? Pourquoi ne réponds-tu pas à tes textos? » Marianne, surprise que sa grand-mère s'adresse à elle avec des reproches dans la voix, lui présente un air désolé. Elle réalise aussi qu'elle n'a pas touché à son iPod depuis le souper, la veille, juste avant son départ pour le voyage en autobus. Au souvenir de cette excursion et de sa fin dramatique, l'adolescente sent un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. « Je suis désolée, maman, si nous t'avons inquiétée de la sorte, mais tu n'aurais pas dû prendre la route par un temps pareil. »« Personne ne m'aurait empêché de le faire, tu sauras, » répond la vieille dame en lançant un regard de défi à sa fille. Madame Bellumeur comprend que la partie est perdue d'avance. Il ne lui sert à rien d'essayer de raisonner clair. À ses yeux, sa mère est la personne la plus entêtée de la terre. « Est-ce que c'est le matin? » demande Mathis d'une voix rauque. Le petit garçon entre dans la cuisine en se frottant les yeux. Il se réveille complètement lorsqu'il aperçoit la nouvelle venue qui se trouve dans sa maison. « Mamie Claire! » s'écrie-t-il. « Pourquoi viens-tu chez nous pendant la nuit? »« Ta grand-mère est pleine de surprises, mon chéri, » réplique Madame Bellumeur, un sourire moqueur aux lèvres. Puis elle boit une gorgée de son premier café de la journée. « Raconte-moi tout, » demande Mamie Claire à Marianne quand toute la famille est installée à table, attendant que le jour se lève pour prendre son petit déjeuner. « C'est trop injuste, » s'écrie Mathis. « Pourquoi est-ce que je dois aller à l'école quand Marianne, elle, reste avec mamie? »« Mon chéri, c'est comme ça. Va te préparer sans rouspéter, s'il te plaît. » Le petit garçon n'a pas l'intention d'obtempérer. Il parcourt le corridor en maugréant que sa sœur peut faire tout ce qu'elle veut, alors que lui doit toujours écouter les consignes. « J'ai tellement hâte d'être grand, » conclut-il en refermant sèchement la porte de sa chambre. « Dis, maman, est-ce que je peux aller répondre à mes textos avant que mes amis partent pour l'école? »« Chérie, nous avons une invitée. »« Laisse-la aller, voyons, » dit Mamie Claire. « On se verra plus tard. Et si je vous faisais ma recette de gâteau triple chocolat? Crois-tu que ça excuserait l'inquiétude que j'ai semée en parcourant la moitié du Québec en pleine tempête de neige? » Madame Bellumeur doit avouer que sa mère est tout un personnage. «
Non, il n'est pas question que tu cuisines ce matin. Tu dois te reposer après une nuit blanche sur la route. Viens, je t'installe dans la chambre d'amis pour que tu puisses récupérer un peu. Chérie, irais-tu chercher la valise de maman dans sa voiture? Mamie Claire baisse la tête, un léger sourire aux lèvres. Vois-tu, je suis partie tellement vite que j'ai oublié d'apporter mes choses. La mère de Marianne ferme les yeux et laisse tomber les épaules. Je vais te prêter ce qu'il te faut. Marianne abandonne les deux femmes et se dirige vers le sous-sol. Son père est déjà sorti pelleter la neige qui recouvre l'entrée de la maison et Mathis continue de bougonner dans sa chambre. Dès qu'elle s'élance sur son lit, son iPod à la main, l'adolescente constate qu'elle a une foule de messages en attente. 18 exactement. Le dernier a été envoyé à 22h42. Jacob. Je suis content que tu ailles mieux et j'étais surtout heureux de te voir. Je suis de retour à Rimouski. Donne-moi de tes nouvelles, Marianne. La jeune fille repense à la visite de Jacob qui l'a énormément surprise. Il s'est montré inquiet. La bise amicale qu'elle lui a faite pour son anniversaire l'a mis dans tous ses états. Elle s'en rend compte maintenant en repensant à la scène. Clément. Eh oh, ça va faire ce silence. Je suis pognée avec Camille et Malaïka qui sont au bord de la crise d'hystérie. Elles sont inquiètes. Donne des nouvelles au plus vite pour les calmer un peu. Noah. Fais-tu partie des gens qui ont eu un accident sur la 132? Rassure-moi, s'il te plaît. Stella. Alors, es-tu sortie de l'hôpital? Quel est le verdict? Moi, j'ai une énorme échymose sur une jambe. Tu devrais voir ça. Je n'arrive pas à croire que nous avons vécu une telle affaire. Écris-moi à ton retour. Malaïka. Allô? Dis-moi que tu n'es pas impliquée dans cet accident. On essaie de te joindre depuis tantôt et tu n'es pas en ligne. Camille est dans tous ses états. Réponds-nous par pitié. Vincent. Oh my God, je viens de parler avec Maïline et Stella. C'est affreux ce qui se passe. Vous devez avoir un gros choc nerveux. En tout cas, moi, j'en aurais un. Je te fais la bise, ma nouvelle amie, et j'attends ton texto. Soigne-toi bien. Claire. Marianne, pour l'amour, peux-tu me dire ce qui arrive? Je n'arrive pas à parler à ta mère. Tu as eu un accident? Tu es blessée? Répondez-moi quelqu'un. Maïline. Comment vas-tu? Es-tu encore à l'hôpital? Donne-moi de tes nouvelles au plus vite. Je laisse mon iPod ouvert toute la nuit. Camille. Dis, mon père a vu sur Internet qu'il y avait eu un accident d'autobus scolaire dans ton coin. Est-ce que tu es au courant? Laura. C'est atroce cet accident. Je t'en prie, écris-moi vite. Je suis inquiète. Et Summer, elle va bien? Elle ne répond pas à mes textos non plus. Texte-moi, je t'en supplie. Je pense fort à toi. Coralie. Salut Marianne. Que dirais-tu qu'on se rencontre chez moi en fin de semaine pour répéter nos répliques de théâtre? Fais-moi signe si ça t'intéresse. Je te donnerai mon adresse. Samedi après mon cours de piscine, ce serait parfait. Vers 12h30. Estelle. Salut. Chapitre 4. Lueur d'espoir. En voyant le nom d'Estelle dans sa liste de messages, Marianne regarde avec insistance le seul mot écrit par son amie. Un simple salut. Elle recherche l'heure à laquelle son ex-best de Montréal a envoyé ce message. 18h44. Hésitante, elle pèse sur la touche « Répondre » et fixe durant de longues secondes le curseur clignotant en tentant de trouver les bons mots. Perturbée par l'attitude d'Estelle au cours des dernières semaines, Marianne ne se fait pas beaucoup d'illusions quant à une possible réconciliation. Se rappelant ses répliques explosives lors de la discussion qui a presque mis fin à leur amitié, l'adolescente demeure prudente. D'autres secondes s'écoulent sans que rien ne se passe. Les pouces en suspension au-dessus de son clavier, elle est incapable d'écrire le moindre mot. Après maintes hésitations, elle finit par se décider. Marianne. Salut Estelle. Quelques instants plus tard, s'affichent les 3 petits points indiquant que la personne est en train de répondre. Marianne est à la fois surprise et anxieuse de lire ce que son amie a à lui dire. Vu la durée de l'attente, l'adolescente comprend que le message est quand même long. Des émotions contradictoires se bousculent dans son esprit.
À quelle version d'Estelle aurait-elle affaire? À l'Estelle rieuse et enjouée? À l'Estelle taciturne et maussade? Ou à l'Estelle enragée et furieuse? « Marianne, peux-tu venir? » Madame Bellumeur se présente dans la chambre de sa fille. « Ah, maman, s'il te plaît, je vais monter te voir dans une minute dès que... Dans pas long, promis. » supplie Marianne, en lançant un regard furtif à l'écran où les 3 petits points continuent de défiler. Très bien. Madame Bellumeur quitte la pièce sans rien ajouter. Étonnée, Marianne fixe la porte d'un air médusé. Sa mère n'a pas argumenté, ni exigé, ni imposé, ni commandé. Elle est repartie comme ça, tout bonnement, en respectant la volonté de sa fille. L'alarme de son iPod la sort de sa surprise et lui indique qu'elle vient de recevoir un nouveau message. Estelle. Hier soir, j'avais préparé mon discours et ce matin, je n'ai plus aucune idée. Je cherche mes mots. Mon esprit est vide. Ce que je sais, c'est que mon attitude de merde à ton endroit est impardonnable. Et je comprendrais que tu ne veuilles plus me parler de toute ta vie. Marianne prend le temps de relire chacune des phrases qui lui font ressentir un pincement au cœur. Dans le langage d'Estelle, ce message constitue des excuses comme on en voit peu. L'adolescente se gratte le crâne en laissant échapper un long soupir de soulagement. Bien sûr, le comportement de son amie lui a fait du mal. Beaucoup, même. Marianne s'est sentie désemparée devant son refus de comprendre la situation dans laquelle elle était plongée, bien malgré elle. Mais le pire de tout, c'est qu'Estelle s'entêtait et l'accusait d'être responsable de tous ses malheurs. Qu'aurait-elle pu faire d'autre quand les policiers et ses parents ont exigé qu'elle révèle la teneur de leur dernière conversation avant la fugue? Rien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.